Bonjour et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous allons débattre aujourd'hui sur un thème essentiel pour l'avenir de la médecine, en posant cette question volontairement provocatrice. Fin de la liberté d'installation, est-ce la solution ? La solution à une pénurie de médecins qui s'annonce pour la prochaine décennie. La solution aux déserts médicaux. La solution à l'encombrement des urgences hospitalières, la solution à la difficulté d'accès partout en France aux soins de première et deuxième ligne. Pour nous, médecins libéraux, cette question s'impose. S'il n'a pas été retenu l'amendement du député Garot suggérant de conditionner le conventionnement à la localisation d'installation, le projet de loi qui vient d'être présenté en Conseil des ministres par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, prévoit si nécessaire le recours à des ordonnances pour réformer l'organisation territoriale de la santé. Nous pourrions donc entrer dans un processus législatif technocratique qui briderait la liberté d'installation et qui suscite une vraie inquiétude chez les libéraux. Pour débattre sur ces questions liées à la difficulté d'accès aux soins qui s'aggravent d'année en année, nous sommes ce soir avec Jean-Pierre Dor. Bonsoir. Bonsoir. Médecin et député du Loiret, grand défenseur de la liberté d'installation. Avec Isabelle Riom, bonsoir. Bonsoir. Première vice-présidente de l'Intersyndicale nationale des internes qui nous parlera des attentes des jeunes médecins sur ce sujet. Mais auparavant, regardons, comme chaque mois dans Univers Médecin, ce qui est à retenir des dernières actualités de la santé. Le sujet numéro 1, la CSMF a claqué la porte de la négociation sur les assistants médicaux il y a une quinzaine de jours. Nous nous sommes revus hier avec Nicolas Revel et nous avons pu reprendre, sur la base d'un communiqué commun intersyndical, les grandes options sur lesquelles nous nous étions mis d'accord. Nicolas Revel est revenu sur cette idée d'un productivisme où il aurait fallu voir 6 patients en consultation par heure, fort heureusement, mais il y a encore beaucoup de travail et de nombreuses séances de négociation à venir pour ces assistants médicaux. Sujet numéro 2, le sondage du syndicat des internes de médecine générale montre qu'un étudiant sur 2 dépasse très largement le temps de travail légal qui est de 48 heures par semaine. Et ce serait particulièrement vrai à l'hôpital où 84% des sondés expliquent effectuer des horaires plus longs que la normale par obligation de service. En revanche, parmi les étudiants qui effectuent leur internat chez les médecins libéraux, 85% estiment que les horaires de travail sont respectés. Une bonne raison de privilégier les stages chez les libéraux. Troisième sujet d'actualité, la mission Sellier-Oustric-Bérard vient de rendre son rapport sur les arrêts de travail. La CSMF se félicite que, une fois n'est pas coutume, l'augmentation des arrêts de travail ne soit pas mise sur le dos des vilains médecins prescripteurs, souvent rendus coupables de cette hausse. La proposition consistant à renforcer la coordination et l'échange entre le médecin prescripteur, le médecin conseil de l'assurance maladie et le médecin du travail a été soutenue par la CSMF lors de ses auditions. Cela faciliterait les alternatives à l'arrêt de travail à temps complet, c'est-à-dire le temps partiel modulable ou le télétravail, sous réserve bien sûr de l'accord du salarié, ce qui permettrait aux patients de ne pas s'isoler dans leur maladie. Il est en effet nécessaire d'éviter les arrêts maladie de longue durée, coûteux pour la collectivité, mais surtout pour la personne concernée, et de prévenir ainsi la désinsertion professionnelle. Mais ce temps de coordination doit être valorisé comme un véritable temps de travail médical. Revenons au thème de cette émission, la fin de la liberté d'installation serait-elle enfin la solution pour régler le problème de la démographie médicale ? Le débat a été récemment relancé par une proposition de loi émanant du député Guillaume Garot, proposition qui n'a pas été retenue dans le texte de loi porté par la ministre Agnès Buzyn, qui souhaitait mettre en avant le conventionnement territorial. Cette proposition, selon le député Garot, répondait à l'échec relatif des dispositifs d'incitation qui n'ont pas permis jusqu'ici, dit-il, de régler le problème de l'inégalité géographique d'accès aux soins, situation d'autant plus anormale que notre pays n'a jamais compté autant de médecins. Une inégalité qui vient d'ailleurs d'être dénoncée dans une tribune signée par 18 maires de grandes agglomérations, dont Anne Hidalgo, ce qui montre bien que les déserts médicaux ne touchent pas
exclusivement les zones rurales. Jean-Pierre Door, pour vous, pas question de toucher à la liberté d'installation, ce qui serait, d'après certains, une bonne réponse aux déserts médicaux. Vous vous battez souvent contre vos collègues députés, on parlait de Guillaume Garot, Philippe Vigier, qui sont des grands pourfendeurs de cette liberté d'installation. Expliquez-nous pourquoi. J'ai été bercé dans la médecine libérale et la médecine justement de terrain pendant de nombreuses années. Donc évidemment, je reste encore un parfait défenseur de la médecine libérale avec la liberté d'installation. Je pense qu'en un mot, un étudiant qui a fait 12 ou 13 ans de médecine a, au cours de ces 12 ou 13 ans, un projet professionnel. Comment peut-on, à la sortie des études, au bout de 12 ou 13 ans, lui dire votre projet professionnel, ce n'est plus celui-ci, vous allez faire celui que l'on veut vous donner, c'est-à-dire qu'on va vous obliger à aller là où vous ne voulez pas aller. Je pense que ce n'est pas possible. Ce serait possible au début des études, quand on est tout jeune, mais à la fin des études, ça pose un problème. Donc moi, je crois qu'on ne peut pas obliger un jeune à aller là où il ne voudra pas aller. Et j'ai toujours dit que les méthodes comparatives avec d'autres pays ont montré des échecs. J'ai été voir l'Allemagne, j'ai vu la Belgique, j'ai vu également l'Autriche, et il y a d'autres pays où cette contrainte à l'installation a été un échec. Pourquoi ? Parce que les médecins n'y vont pas. Ils se dirigent à ce moment-là, quand leur projet professionnel est rompu, ils préfèrent choisir d'autres voies. Ils choisiront la voie du laboratoire, la voie de la sécurité sociale, la voie de l'entreprise, la voie de remplacement, beaucoup d'autres voies existent. Ils peuvent faire donc un autre métier que celui de médecin généraliste installé sur le terrain. Autrement dit, ils préfèrent ne pas exercer le métier pour lequel ils ont été formés. Tout à fait. Parce qu'on contrarie leur projet professionnel. Alors on va interroger les jeunes médecins. Isabelle Riom, je sais que les jeunes médecins sont très attachés à la liberté d'installation. Nous aussi, on a toujours été à vos côtés pour défendre la liberté d'installation, parce que c'est tout simplement un des piliers de la médecine libérale. Pourquoi les jeunes médecins sont très attachés à cette liberté d'installation, alors que souvent on a l'impression que les jeunes générations sont très ouvertes à aller, y compris dans des pays étrangers où on a besoin d'accompagner les populations qui n'ont pas d'accès aux soins? Les jeunes professionnels souhaitent pouvoir s'installer où ils le souhaitent. Ça inclut les zones rurales, parce qu'on a beaucoup des futurs diplômés qui s'intéressent à ces zones-là et qui souhaitent s'y installer. Et de plus, comme mon collègue à côté, on considère que c'est une fausse bonne solution. C'est une solution qui, à court terme, semble très bien fonctionner, mais qui, dans les pays où ça a été mis en place, à long terme, montre des effets très délétères. On favorise les périphéries urbaines, au contraire des zones qui sont en grande difficulté, qui sont le plus souvent rurales. Et on favorise également le déconventionnement, l'arrêt d'études, le départ à l'étranger des professionnels qui vont se tourner vers d'autres voies parce qu'ils ne peuvent pas poursuivre le projet professionnel qu'ils ont construit. On a un internat qui est long, qui nous permet de construire des projets différents avec des volontés qui nécessitent de la préparation, qui, si elles sont contrariées, entraînent des changements importants. Et de plus, on va favoriser le monde de l'hôpital et mettre la médecine libérale en encore plus grande difficulté qu'elle n'est actuellement, ce qui n'est pas nécessaire. Au contraire, il faut renforcer la connaissance de la médecine libérale. Il faut nous permettre d'aller en stage dans le libéral, dans l'ensemble des spécialités. Vieille revendication de la CSMF depuis bien longtemps. Ça se fait en médecine générale, ça se fait de façon quasi exceptionnelle en médecine des autres spécialités. Ça commence, et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. D'ailleurs, dans une des solutions qui ont été proposées par Emmanuel Macron lors du plan Ma Santé 2022 présenté le 18 septembre dernier, il annonçait la création de 400 postes de médecins salariés. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution pour ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui sont d'ailleurs souvent des déserts tout court, hein. Le problème est complexe. Hein. Alors, ce n'est pas une solution unique, mais pour nous, ça fait partie d'une des réponses. C'est une solution que les jeunes professionnels apprécient fortement. On dit souvent que les jeunes médecins sont attirés par le salariat. Vous partagez cet avis? Vous le ressentez autour de vous? On le ressent chez nos adhérents qui nous en parlent, qui nous posent des questions sur ce type de poste et qui sont intéressés par ce type de poste, qui présente plusieurs avantages. C'est que
C'est moins lourd qu'une installation libérale, il n'y a pas toute la part Ça leur fait peur, administrative. l'installation libérale? Ça nous fait peur, on n'est pas formé à la fiscalité, on n'est pas formé à être un chef d'entreprise. Vous connaissez pas? On ne nous l'apprend pas, donc on ne peut pas le connaître, on le découvre un peu en stage libéral, mais on le découvre sur le tas quand on va s'installer. On n'est pas forcément accompagné dans les installations, donc c'est des postes qui présentent des nombreux avantages et qui présentent également un équilibre vie personnelle, vie professionnelle majeur, parce qu'on a un temps de travail qui est borné. Une fois qu'on a fini sa journée, on est chez soi et on a le temps de trouver cet équilibre-là, où les jeunes générations sont très demandeuses. Néanmoins, quand on regarde les postes hospitaliers, vous parliez tout à l'heure de l'hôpital et le fait que des jeunes générations peuvent s'orienter vers l'hôpital lorsque leur projet professionnel est contrarié. Lorsqu'on regarde les postes vacants hospitaliers, ils sont souvent dans les mêmes zones que les zones sous-denses en matière de médecine libérale. Est-ce que c'est une vraie solution, le salariat versus le statut libéral pour ces déserts médicaux? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut permettre de résoudre ça? Ça peut permettre de résoudre. Dans certaines zones, on voit des centres de santé départementaux qui sont en train d'être mis en place et qui fonctionnent plutôt bien, avec des antennes dans différentes zones. Après, ce n'est pas la seule solution. On voit également ces sites hospitaliers qui sont en difficulté, qui parfois n'accueillent pas d'internes, qui n'ont pas de réelle attractivité pour les futurs professionnels, qui recherchent quand même souvent à garder un lien avec l'enseignement, avec la recherche, et ces hôpitaux n'offrent pas forcément cette solution-là. Néanmoins, les centres départementaux dont vous parlez, et je crois que c'est la Saône-et-Loire qui a commencé ça, le modèle économique est catastrophique. Forcément, les collectivités locales seront obligées d'abonder au pot pour pouvoir faire fonctionner ces structures. Alors justement, Jean-Pierre Dor, vous êtes élu local. Est-ce que vous pensez que la médecine salariée est une solution pour résoudre ce problème de l'accès aux soins dans les territoires? Je vois que ma jeune collègue interne dit qu'elle semble que ce soit intéressant. Je pense que les 400 médecins salariés qui sont proposés, pour moi c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'il va falloir les choisir à la sortie des études. Qui va postuler pour être médecin de salarié de l'État? Parce qu'en fait c'est l'État qui prendra en charge cela. On a déjà depuis de nombreuses années des départements, oui, des communes qui se sont engagées à recruter des médecins salariés dans des centres publics. Ça existe, comme dans le temps, on avait les dispensaires, c'est un petit peu cela. Mais il y a un problème économique. Moi, je dis que ces médecins salariés sont soumis aux règles classiques des 35 heures, des 5 semaines de congés, ensuite de la retraite, des congés maladie. Tout cela dépendent de la commune ou du département. Donc ce sont des engagements financiers importants à charge du contribuable. Alors est-ce que c'est cela la solution? Je n'y crois pas. Moi, je pense que la médecine salariée peut exister, oui, elle peut exister au niveau des hôpitaux, au niveau peut-être des hôpitaux locaux. Des hôpitaux locaux, on peut avoir des médecins salariés qui fassent de la médecine générale pour la commune. On peut trouver des solutions, mais n'oublions pas qu'on a d'autres solutions qu'on n'a pas assez développées. Les départements donnaient des bourses pour les étudiants, mais dès le début des études. À condition, effectivement, de revenir sur le département pendant 5 ans. C'était à charge de revanche. Donc il y a des solutions, des bourses d'études, des aides au logement. Tout cela peut, effectivement, dépendre des collectivités locales, qu'elles soient régionales, départementales ou locales. Ça, c'est oui. Ça, ce sont des solutions. Autrement dit, pour vous, la solution de la médecine salariée est une solution coûteuse pour les collectivités locales et vous préférez les accompagnements ou les incitations par les collectivités locales pour l'aide à l'installation. Pour les étudiants dans les premières années de leurs études. Tout à fait. Mais ça existe, les contrats d'engagement de service public, ce qu'on appelle les CESP. Oui. Je crois qu'ils ont un certain succès auprès des jeunes étudiants. C'est un dispositif qui fonctionne bien, qui doit être évalué de façon un peu plus importante qu'il n'est actuellement. Vous pouvez nous donner quelques chiffres sur ces CESP aujourd'hui? Non, il y a très peu de chiffres. On sait que tous les contrats ne sont pas pourvus par an. C'est quelques centaines par an, France entière, je crois. Hein. Oui. Entre 800 et 1000, je pense. Presque 1000 par an maintenant actuellement, mais c'est des contrats qui sont signés par des étudiants de différents niveaux, donc qui vont de la 2e année au début d'internat.
Et les étudiants les signent pour différentes raisons. On a des étudiants qui ont déjà des projets d'installation et donc ça va leur permettre de soutenir le projet d'installation dans la zone où ils souhaitent s'installer derrière. Et des étudiants qui savent qu'ils veulent s'installer dans ce type de zone et qui profitent de l'accompagnement via ces aides. C'est un contrat qui permet également normalement un accompagnement à l'installation qui est actuellement défaillant. Les internes sont souvent déçus parce qu'ils s'attendent à pouvoir être aidés sur leur projet d'installation et on sent que sur ce plan-là, le personnel humain ne suit pas forcément. Donc actuellement, ça reste essentiellement une aide financière, mais qui doit aussi être connue. Elle n'est pas assez connue, on n'a pas encore assez de communication sur le sujet. C'est un peu retombé, donc on a encore des étudiants qui ne connaissent pas ce système. C'est une des questions à poser aux étudiants. Je pense qu'ils sont dans la méconnaissance complète de l'avenir de la médecine, libérale, la médecine ambulatoire. Dès le début, vous ne connaissez pas. On n'y va pas. Et c'est là, c'est un des grands problèmes, le manque d'information dans les facultés pour les étudiants. On voit bien d'ailleurs, et Isabelle Riom le disait tout à l'heure, combien il serait fondamental que nos futurs jeunes collègues puissent aller sur les lieux d'exercice en médecine libérale, que ce soit en médecine générale ou en médecine spécialisée, pour découvrir cet exercice. Et la CSMF va au-delà, puisqu'aujourd'hui, nous disons non seulement il faudrait que les étudiants et les internes viennent en stage dans nos cabinets et dans nos structures, mais il faudrait aussi que des médecins libéraux puissent intervenir pendant le cursus des études, tout simplement pour vous expliquer la vraie vie professionnelle, les contraintes, le fonctionnement d'un cabinet. Vous parliez tout à l'heure de l'esprit entrepreneurial libéral qui nous anime au quotidien pour essayer de répondre à ces défis d'accès aux soins pour tous. Et nous souhaiterions bien sûr vous faire partager ce souci et cette passion que nous avons dans notre métier. Parce alors, si vous permettez... si vous voulez revenir sur la médecine salariée qui existe, moi j'ai pu voir sur certains endroits des médecins installés comme salariés, parfois ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la France, d'Europe, qui se sont installés puis qui repartent. Et puis vous en avez d'autres qui arrêtent leur contrat de salariat et ils vont ailleurs. Donc que devient le centre public local dès l'instant où son médecin ou ces deux médecins sont partis? Et ça, on a beaucoup d'exemples comme cela. Alors que le médecin libéral, quand il s'est installé, en général, il a eu son projet, il reste sur place pendant de nombreuses années. Il n'a pas la mobilité et l'idée de changer comme ça son fusil d'épaule. Oui, tout à fait. Même si les jeunes générations ont un petit peu plus tendance à changer. Justement, nous sommes allés voir un de ces jeunes médecins, installé depuis quelques années seulement à Paris. Un témoignage, vous allez voir, très intéressant et qui identifie d'autres blocages, notamment celui de la tarification des consultations. Un reportage d'Oriane Loiseau. Je suis le Dr Michael Riahi, je suis médecin généraliste, installé à Paris dans le 19e arrondissement depuis 2007. J'ai trouvé ce cabinet un peu par hasard en faisant des annonces. J'ai trouvé un médecin qui n'était pas très âgé d'ailleurs, qui partait vivre à l'étranger. J'ai pris un prêt pour acheter la patientèle. En moyenne, apparemment, un médecin, c'est 1000 patients par patientèle. Pour que ça tourne normalement, voilà, sans des délais trop longs. On arrive facilement dans le 19e à des chiffres qui sont assez proches du double. Donc vous imaginez que maintenant, on commence à arriver à être débordé. Pour parer notamment à ce problème d'accès aux soins, j'ai contacté en fait un de mes collègues avec qui on travaillait assez souvent, notamment pour les formations médicales continues, et donc on avait sympathisé, qui a un cabinet de groupe à 7 minutes à pied d'ici, pour lui dire, voilà, ce serait pas mal qu'on fasse une maison de santé pluridisciplinaire, mais tout en gardant chacun nos cabinets, qu'on se coordonne quoi, au niveau du travail. On est 7 médecins généralistes et 4 infirmiers. Donc répartis sur 4 cabinets de médecine générale et 2 cabinets infirmiers. Tous dans le 19e, dans un périmètre qui fait même pas 500 mètres. On montre qu'en libéral, on peut vraiment faire de la très bonne médecine. Les médecins libéraux sont menacés par 2 choses. Ils sont d'abord menacés par eux-mêmes. C'est-à-dire que y a beaucoup de collègues, pour
pas mal de raisons, hein, qui décrivent une situation noire de notre métier, qui du coup ne donne pas envie aux jeunes de s'installer. Et c'est un discours quand même que moi j'entendais déjà, qu'on entend depuis plus de 20 ans. À force de dire « Ah mais le libéral c'est plus possible », etc., c'est quand même logique qu'on arrive maintenant que les jeunes médecins ils disent « Ah bah j'ai envie d'être salarié, c'est plus simple ». Donc on ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas s'installer quand on a tenu ce discours-là aussi pendant des années et des années. Le deuxième problème, il est clairement lié au système de soins qui fait que en médecine générale, on n'est pas payé assez à la complexité de ce qu'on fait. Et c'est-à-dire que pour tenir une activité libérale, on est obligé quand même de voir beaucoup de patients. Et sur ces patients, finalement, assez facilement, on peut être tenté de faire du simple, mais donc du chiffre, et de laisser de côté le complexe. Et du coup, le problème, c'est que le métier devient plus intéressant, on est débordé, etc. Donc, il y a un vrai problème sur le fait qu'on n'a pas réussi en médecine générale à coter la complexité des consultations et nous permettre d'avoir en fait des revenus qui nous laissent une possibilité de nous organiser comme on le peut. Et c'est un petit peu ça qui étouffe la médecine libérale, c'est le carcan administratif. On croule quand même sous des demandes administratives. Et plus on nous dit qu'on va simplifier, plus il y en a. Cependant, ceux qui vont exercer de la médecine salariée en centre de santé, ils auront aussi ces contraintes administratives. Et ça, je pense qu'on ne leur dit pas assez. Ils vont être salariés, ils vont perdre de leur liberté, mais si un jour les centres de santé remplacent complètement les médecins libéraux, il faut quand même pas rêver, hein. C'est ceux qui sont à la tête des centres de santé, ça va être des financiers, ils voudront gagner de l'argent. Donc là, on les attire en leur disant vous allez être salarié, vous allez travailler tant d'heures, vous allez voir peu de patients, vous allez faire de la qualité. Je suis à peu près certain que quand il n'y aura plus que ça, eh ben on va recommencer à dire maintenant il faut rendre le centre rentable, on va avoir 6 patients par heure. Voilà, et on va arriver à des centres de santé comme il en existe dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire où finalement le médecin il check. Il y a des assistants, il y a des infirmiers qui ont fait quasi tout l'examen et le médecin il arrive et il check. Honnêtement, je ne suis pas certain que c'est ce que les jeunes médecins veulent faire. Mais on ne permet pas, et c'est un vrai problème aux médecins généralistes, de faire de la qualité. Il faut que la CNAM prenne la mesure des difficultés des médecins généralistes et leur permette de faire de la qualité. Et on ne s'oriente pas vers ça. On ne s'oriente pas vers ça parce que finalement, on n'est peut-être pas passé à cette question fondamentale, à quoi sert un médecin généraliste ? Est-ce que le médecin généraliste, c'est une garde-tri? Est-ce que c'est un spécialiste en médecine générale? Est-ce que c'est un spécialiste des patients âgés, des patients complexes? Est-ce qu'il peut avoir dans son activité une forme de spécialisation si voilà, il a une orientation? Très honnêtement, on a l'impression que pour eux, c'est la garde-tri. Je ne connais pas de médecin qui se soit installé jeune et qui ne soit pas content de son installation. Il y a quelques exceptions près, bien sûr. Mais en général, une fois qu'on a franchi le pas, on est content. Des parcours comme celui de Michael Riahi, ce ne serait pas plutôt cela la solution, l'exercice libéral coordonné et une revalorisation des tarifs de consultation, notamment pour les médecins généralistes? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Door? La tarification à l'acte, bien entendu, il faut la garder. Il faut qu'elle soit à la hauteur du travail accompli. Donc il faudrait voir par rapport aux pays européens. On voit très bien qu'on est très en retard en le 25 € par rapport aux consultations en Allemagne ou en Angleterre ou autre. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut aussi changer la tarification à l'acte et passer au forfait. On a essayé de le faire et je crois que tout le monde était content lorsqu'il s'agit de pathologies chroniques, lorsqu'il s'agit de suivi, lorsqu'il s'agit des soins coordonnés. On ne peut être que favorable à avoir une tarification au forfait pour certaines pathologies. Donc il faut garder et l'acte et le forfait. Ensuite... Nous restons... Excusez-moi Jean-Pierre Door, la CSMF reste très attachée à une tarification à l'acte très largement majoritaire. Je le dis parce que nous ne sommes pas opposés au forfait, mais oui, de temps en temps, il faut répéter fortement ces éléments-là, en particulier aux politiques dont vous faites partie. L'acte, pour nous, c'est l'essence de l'exercice libéral de façon très majoritaire. Mais bien entendu, il y a des fonctions, des missions, des coordinations, des suivis en pathologie chronique que l'on peut tout à fait rémunérer au forfait, sans altérer d'ailleurs le caractère libéral de l'exercice. Tout à fait, mais je confirme que la tarification à l'acte, je la défends, nous la défendons, il faut qu'elle soit
réévaluée très régulièrement, beaucoup plus qu'elle ne l'est depuis des années. Mais par contre, je défends également la possibilité de paiement au forfait quand vous avez des pathologies que vous suivez de façon très régulière. Il s'agit du diabète, il s'agit de l'insuffisance cardiaque, il s'agit d'une pathologie cancéreuse par exemple. C'est suivi de façon très fréquente et ça mérite des paiements au forfait. Je pense que c'est plus simple pour les médecins comme pour la caisse. Isabelle Riom, les jeunes médecins, comment ils appréhendent cette notion de paiement, tarification à l'acte ou tarification forfaitaire, avec effectivement le débat actuel autour de la place de ces deux modalités de rémunération indépendamment du statut libéral ou salarié? Ils trouvent ça très complexe. Ils se posent de nombreuses questions sur comment le gérer, comment l'organiser dans sa vie de tous les jours pour avoir un système qui permette à la fois de faire de la qualité en appréhendant les missions de prévention, de coordination des soins et une prise en charge globale du patient, et tout en permettant de pouvoir avoir un revenu qui soit cohérent par rapport à leur activité. Donc c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver, et en gardant bien sûr le privilège de la qualité, ce qu'on avait pu souligner lors des négociations sur les assistants. Selon vous, Isabelle Riom, l'aspect matériel est-il un critère important pour le choix d'un jeune médecin au moment de s'installer? Ce n'est pas le critère majoritaire, c'est forcément un critère important. On sort d'études longues où on commence à avoir un âge où on souhaite une vie de famille, on souhaite commencer à s'installer. Donc forcément, on a besoin de trouver une assise financière qui soit cohérente, mais ce n'est pas ce que le jeune praticien va regarder en premier. C'est quoi vos critères? Vous, par exemple, vous seriez sur le point de vous installer, au-delà, bon, effectivement, de l'aspect matériel dont on vient de parler, vous tiendriez compte de quels éléments dans le cadre de votre installation? La qualité de vie, avoir un lieu d'installation que j'ai pu découvrir, que j'ai pu appréhender et qui m'a plu. Y compris en ruralité? Y compris, avec une équipe de soins autour de moi, avec qui... C'est-à-dire sur de l'exercice coordonné, ça c'est une certitude, avec d'autres professionnels avec qui je peux créer aussi une relation de travail qui soit efficiente, qui soit cohérente pour avoir une prise en charge intéressante des patients, et dans des locaux plutôt agréables, parce que ça reste des lieux, et bien sûr avoir un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. J'ai choisi un métier, j'ai pas choisi un sacerdoce, et on demande à pouvoir avoir ça, et je pense que c'est un droit. D'ailleurs, si on écoute l'expérience de Michael Raïs, ce qui ressemble le plus à une solution, ça pourrait être l'exercice coordonné dans les CPTS. Qu'est-ce que vous en pensez? On est très favorable. Ce machin dont on parle et qui fait peur à beaucoup d'entre nous, il faut le reconnaître. Même si on sent bien qu'il faut qu'on arrive à s'organiser, à se coordonner. Comment vous voyez les choses? Alors, pour nous, l'exercice coordonné, c'est une priorité. Ça paraît assez aberrant de garder des médecins qui sont parfois très isolés. Même si on n'est pas dans le même lieu physique de consultation, il faut un travail en réseau, un travail collaboratif. Et on trouve que la CPTS peut être un bon équilibre pour trouver ce système, mais ça nécessite de laisser les professionnels s'organiser sur le terrain avec un dispositif qui reste très souple et qui permet de favoriser l'organisation locale. Ce n'est pas en venant imposer un mode d'organisation qu'on arrivera à avoir un système qui soit pertinent. Nous sommes complètement en phase sur cet aspect des choses. Pour nous, la CPTS est un outil, mais qui doit être aux mains des professionnels qui doivent se l'approprier. Il ne faut surtout pas que ce soit un modèle bureaucratique unique venant du ministère ou de l'ARS, où on voudrait nous enfermer. C'est d'ailleurs, on le voit sur le terrain, où il y a un certain nombre d'ARS qui nous font des cahiers des charges de 40, 50, 60 pages, et ça nous semble effectivement contraire à ce qu'il faudrait faire. Autre question que je voudrais poser à tous les deux, dans le cadre justement de ces déserts médicaux et de l'accès aux soins dans les territoires, on parle beaucoup aujourd'hui des hôpitaux de proximité. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour l'accès dans les territoires, Isabelle Riom? Alors ça va permettre de maintenir une activité de soins dans certaines zones en prenant pour nous en compte les particularités tarifaires et d'activité de ces centres qui n'ont pas les mêmes organisations que les gros centres hospitaliers qu'on peut connaître. Après, tout dépendra de la façon dont ils sont organisés, de ce qu'ils comprennent
et des hôpitaux qui pourraient être labellisés sur ce système. Qu'il faudrait certainement ouvrir à la médecine libérale, à l'exercice libéral en général, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Jean-Pierre Dor, comment vous voyez ces hôpitaux de proximité qui sont contenus dans le plan Ma Santé 2022 et dans le projet de loi de la ministre Agnès Buzyn? Je crois qu'il faut refaire un zoom sur ce qui existait et ce qui n'existera plus. C'était un médecin de médecine générale dans quasiment beaucoup de communes. Ils sont partis, ou ils sont en passe de partir. Les jeunes n'y viendront pas. Donc il faut quand même finir par dire à la population... Qu'en pense vous administrer de ce que vous venez de dire? Justement, mais le problème, il est difficile. C'est là, c'est difficile. Oui. Ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse leur dire vous n'aurez plus de jeunes médecins qui viendront s'installer dans votre commune. Vous pourriez expliquer ça à l'association des maires, à tous vos maires de petites communes qui rêvent d'avoir leur médecin au pied de leur clocher. Voilà. Alors il est certain que, par contre, les maisons médicales, les maisons de santé pluridisciplinaires qui ont été déjà un premier outil, a permis de regrouper quelques médecins, des anciens avec des jeunes. Alors, évidemment, dans les endroits où il y avait encore une présence médicale, mais pas dans toutes les communes. Donc, vous avez des maisons pluridisciplinaires qui existent dans des plus grosses communes. Et tant mieux, ça, c'est un maillage territorial qu'il faut développer, aider le plus possible ce que font les régions, ce que font les départements, ce que peuvent faire également les agglomérations. Mais plus loin, les hôpitaux locaux, les hôpitaux de proximité, il n'y en a pas partout. Vous aviez un hôpital local, parfois, dans un chef-lieu de canton, dans une sous-préfecture, voilà. Donc ces hôpitaux locaux à ne pas fermer, mais surtout, effectivement, à ouvrir probablement aux médecins qui se trouvent dans un périmètre autour de l'hôpital pour venir y faire soit des gardes, soit des maisons médicales de garde, soit peut-être hospitaliser des patients qu'ils ont et qui sont en difficulté pendant une nuit ou une journée, dans l'attente d'aller vers l'hôpital de référence ou vers les spécialistes. Donc ces hôpitaux locaux de proximité, oui, dès l'instant où ils seront, disons, la propriété, entre guillemets, des médecins du territoire. Tout à fait. Donc, pour résumer votre vision des choses justement dans ces zones qui ont des difficultés, je rappelle d'ailleurs, et l'exemple de Michael Railly est intéressant, Paris aujourd'hui est une zone qui est difficile en matière de médecine générale. Mais pour parler de ces zones un peu plus périphériques, zones rurales ou autres, les solutions tournent certainement autour du regroupement et des hôpitaux de proximité. Oui. Je vous interrogerai tout à l'heure sur une autre solution dont vous n'avez pas parlé. Isabelle Riom, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des aides à l'installation, justement, pour essayer d'attirer des jeunes médecins qui sortent de la faculté? On a vu qu'il y avait un problème de formation, on a vu qu'il y avait des contrats d'engagement de service public, le regroupement et l'exercice coordonné. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'aides pour aider à l'installation. Alors, rappelez-nous un petit peu, en quelques mots, les grandes aides qui peuvent exister. Et peut-être pourquoi ça ne marche pas mieux que ça? Alors actuellement, il y a de nombreuses aides qui sont très cloisonnées, très morcelées, avec des cahiers des charges totalement différents en fonction de la zone. Si c'est une zone d'intervention prioritaire, les zones d'action complémentaire, une zone politique de la ville, on a un maelstrom d'aides avec des aides qui couvrent des choses très différentes. Je rappelle d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, que les zonages actuels ne sont faits que pour la médecine générale, ce qui est un vrai problème, parce qu'on applique le même zonage pour la médecine spécialisée, voire pour les chirurgiens dentistes, ce qui est quand même croquignolesque. Ouais. Non, ça, sur le zonage, il faut qu'il y ait un réel travail pour avoir un affinage de ces zonages par profession, pour avoir quelque chose qui puisse être cohérent sur le territoire. Donc on a des aides qui vont être des aides purement financières à l'installation. Au moment de l'installation. Au moment de l'installation, on vous verse une aide cash pour vous aider à l'installation, qui sont importantes. Et combien 50 000 €. 50 000, ouais, c'est 20 à 50, je crois.
Et ensuite, d'autres aides qui sont des aides à la protection sociale essentiellement, qui vont couvrir les grossesses, en particulier pour les femmes jeunes, ce qui avait été un gros avantage avant que ça rentre dans le droit commun dorénavant, et qui renforce la protection sociale libérale pendant une période en s'engageant à réaliser un certain nombre d'actes pendant 2 à 4 ans. C'est des aides qui existent, qui sont nombreuses, qui ne sont pas forcément lisibles pour les internes qui finissent leur cursus. On sait qu'il y a plein d'aides. Les internes ne les connaissent pas, n'arrivent pas à comprendre ces différents niveaux. Vous n'arrivez pas par vos structures syndicales à donner ces informations-là à vos jeunes collègues? Alors c'est nous qui faisons l'information là-dessus. Vous n'avez pas d'appui d'ARS? Alors on a un appui d'ARS là-dessus. C'est surtout des soirées de formation qui sont organisées par les structures syndicales. C'est typiquement très peu d'enseignement universitaire sur ce sujet. Moi, en Ile-de-France, j'ai possibilité de faire 2 heures d'enseignement sur l'installation pendant l'ensemble de mon diplôme, ce qui n'est pas du tout suffisant pour pouvoir voir la complexité du système. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est des aides qui soient peut-être plus simples, plus lisibles, et qu'on puisse déjà avoir un réel bilan des aides qui existent. Et vous croyez que ça marcherait mieux? Oui. Rien que si on peut taper son adresse sur Internet et qu'on vous dise à telle zone, vous avez le droit à telle aide, avec un dossier potentiellement unique, ou alors voilà une belle proposition. Et puis tout simplement, avoir un accompagnement à l'installation. Nous, les jeunes demandent ça, c'est vraiment d'avoir une personne référente. C'est un système qui a été mis en place à Nancy avec un bureau d'interface territoire, où il y a une personne qui est référente installation, que l'interne ou le jeune professionnel peut contacter et dire « je souhaite m'installer dans telle zone, est-ce qu'il y a des projets qui se montent, est-ce que je vais avoir le droit à telle et telle aide, comment je remplis tel dossier ?» et avec quelqu'un qui les suit sur leur installation, qui les aide à mettre en place, à maturer un projet et également à monter un projet qui ne soit pas en incohérence complète avec le tissu local. On a beaucoup trop d'exemples de jeunes qui s'installent à 100 mètres d'une MSP en cours de construction. C'est absolument aberrant, mais on a besoin d'une communication et ça nécessite un accompagnement. Les collectivités locales peuvent agir. Et information. Les collectivités locales peuvent accompagner ces installations des jeunes. Mais déjà pour les stages des internes. Les internes qui font des stages en ambulatoire chez un praticien maître de stage, nous avons proposé l'aide au logement, l'aide au transport et un soutien permanent pour le jeune qui est là et qui ne se retrouve pas isolé, perdu dans un territoire, surtout dans nos territoires de communes moyennes, de villes moyennes. Donc on peut les aider par des aides au logement et ça c'est important. On n'en a pas du tout parlé, Jean-Pierre Dor, et je sais que vous avez une expérience qui est intéressante. Je sais. Dans ces déserts médicaux, est-ce que la télémédecine pourrait améliorer les choses? Alors, je dis oui. Alors expliquez-nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'en ai parlé à notre interne qui est là, et j'en ai parlé un petit peu à tout le monde l'autre jour dans le grand débat du Conseil de l'Ordre. Je suis intervenu là-dessus. Ce n'est pas la panacée. C'est un outil qui permet de compenser l'absence de personnel médical dans la commune ou dans les territoires ruraux. Vous avez un point majeur, c'est que les patients, entre guillemets, ou les habitants, les citoyens, lorsqu'ils ont un besoin de renouvellement d'ordonnance, d'un petit problème médical, d'une otite, d'une angine ou autre, n'ayant pas son médecin traitant ou n'en ayant pas, vont aux urgences. Il y a plus de 45% de patients qui vont aux urgences pour un acte non nécessaire, non indispensable. Ça fait 1 sur 2. C'était terrible. Alors, quand on a fait une analyse et que moi j'ai vu... Le chiffre de 45% correspond à une analyse dans quel secteur? Dans votre territoire? Oui, 45 à 50%. Je donne un exemple. Quand on avait 15 000 entrées aux urgences il y a 7-8 ans, on en a aujourd'hui 60 000. Parce que le chiffre national de patients qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui en France, il est dans les zones sous-denses de 11,6%. En sachant que dans le lot, il y a un certain nombre de patients qui ne souhaitent pas avoir de médecin traitant.
avant les difficultés d'accès aux soins, on était à des chiffres autour de 6 à 7%. Donc ça a augmenté, mais on est très loin des chiffres très préoccupants que vous donnez. Au moins 40%, parce que non seulement ils n'ont pas de médecin traitant, mais où leur médecin n'est pas disponible ou ne peut pas les recevoir. Et pour des choses simples, moi j'ai vu des renouvellements. Alors vous avez fait quoi? Alors, on a créé la télémédecine, qu'on appelle la téléconsultation, mais gérée par les collectivités locales. C'est-à-dire que le maire met à disposition un local de consultation, salle d'attente et cabinet de consultation. L'appareillage est investi, l'investissement est fait par le conseil régional qui a dans sa compétence la lutte contre les déserts médicaux et qui soutient effectivement les MSP, les pôles santé et donc la télémédecine. L'investissement vient donc du conseil régional. L'ARS, par l'intermédiaire du FIR, honore les vacations des infirmières. Les infirmières sont les infirmières libérales du territoire, qui évidemment sont très heureuses et participent grandement à participer à ces consultations parce que ça les change un peu de leur travail. Donc ça veut dire qu'elles sont dans le local mis à disposition par le maire. Oui. Et elles accompagnent le patient. Par vacation. Parce qu'elles sont. Moi, il y en a par exemple dans une commune, elles sont 8 ou 9, elles se partagent les vacations dans la semaine. Et elles sont rémunérées donc à la vacation par l'intermédiaire de l'hôpital qui reçoit l'argent de l'ARS. Parce que l'ARS ne peut pas payer directement l'infirmière ni l'association. Donc l'infirmière est rémunérée et au bout du compte, vous avez les médecins qui sont derrière. Mais ils sont où les médecins? Alors les médecins, on les choisit dans la région, puisque c'est le conseil régional qui a permis d'investir. Donc on prend les médecins de la région le plus possible et c'est souvent des médecins retraités, peut-être des chefs de clinique, ça peut être un médecin salarié de l'hôpital. Mais ça peut être un médecin en exercice, j'imagine. Ça peut être un médecin en exercice qui fait ça le samedi, le vendredi, enfin une demi-journée quand il le veut. J'ai installé, par exemple, demain, on va visiter un centre de télémédecine qui est ouvert depuis plusieurs mois à l'intérieur d'une maison de santé. Il y a un cabinet de télémédecine. Donc ça veut dire qu'une maison de santé pluriprofessionnelle peut avoir une activité de télémédecine qui est déportée dans d'autres communes à distance de la maison de santé. Et vous pouvez, et j'espère, on va l'avoir peut-être avant la fin de l'année, maintenant que ce soit des valises, et l'infirmière se déplacera chez le patient qui ne peut pas se déplacer et qui se mettra en contact. Vous savez, on n'invente rien, Monsieur Ortiz. Au Canada, en Suède, dans les pays vaste surface, ça existe depuis longtemps. Quand vous avez Thomas Pesquet dans l'espace et qui est vu en consultation matin, midi et soir par ce système-là, on voit très bien que c'est possible. Alors j'ai dit, ce n'est pas la panacée. C'est simplement dans l'attente d'espérer de voir que des jeunes médecins viennent s'installer et viennent reprendre un petit peu possession des territoires les plus en difficulté. Voilà de belles initiatives qui viennent de nos territoires. Et heureusement... L'intelligence permet de résoudre des problèmes sur le terrain. Parce qu'on a mis beaucoup trop d'années pour le réaliser, heureusement que finalement le gouvernement l'an dernier a validé le principe, d'abord en 2017, de dire oui, la télémédecine sous forme de téléconsultation existe, et qu'en 2018, en décembre, oui c'était en décembre, on vote l'acte de téléconsultation pour les médecins et que les syndicats professionnels ont validé le principe. Alors nous avons effectivement, la CSMF a signé cet avenant numéro 6 qui a permis de valoriser la téléconsultation à partir du 15 septembre dans les mêmes conditions qu'une consultation au cabinet. Et depuis quelques jours, la téléexpertise, qui est un acte de télémédecine entre un médecin généraliste et un médecin réputé avoir une compétence ou une expertise particulière. Et maintenant, la dernière carte, ce sera d'obtenir un acte infirmier de télésoins. C'est en négociation dans le cadre de la convention des infirmiers et infirmières libérales. Nous allons arriver au terme de cette émission. On a vu que finalement, la liberté d'installation, y mettre fin, allait se heurter à beaucoup de réticences de la part de nos jeunes confrères, mais aussi des plus anciens, c'est probablement pas la solution.
Un mot de conclusion, Isabelle Riom. On est avec vous pour défendre cette liberté d'installation. Comment vous voyez l'avenir, justement, pour résoudre ce problème dans les déserts médicaux, au-delà de ce que nous avons parlé, en conclusion? Alors l'avenir, c'est une solution qui est multiple et globale, c'est-à-dire à la fois sur nos modes d'exercice, sur nos façons de travailler, sur les aides à l'installation, comment on a un système qui est cohérent, réellement aidant pour les futurs professionnels, mais ça passe essentiellement par une réelle découverte du libéral pendant les études, via des stages durant l'externat, durant l'internat pour l'ensemble des spécialités, afin de faire connaître aux futurs professionnels ce monde libéral et de leur faciliter l'installation dans les suites. Et voilà, on est très attaché à cette liberté d'installation et on la défendra. Jean-Pierre Dehors. Je dirais, cher monsieur Ortiz, que la médecine libérale, pour moi, c'est le plus beau métier. Plus beau métier. Effectivement, j'ai aussi une hérédité avec un grand-père et un père qui étaient médecins, dans les 3 générations. Et c'est certainement la plus belle spécialité, mais elle est mal connue, elle est méconnue des jeunes qui se dirigent vers d'autres sphères médicales, de spécialités diverses, même si on manque de certaines spécialités aujourd'hui. Donc il y a un manque de connaissances, vous avez raison, un manque d'informations et un manque de connaissances du terrain. Les jeunes ne vont pas assez sur le terrain, ils sont trop hospitalo-centrés. Il faudrait qu'ils sortent un peu plus, et moi je fais confiance, comme dans le temps, à ce que les jeunes puissent faire des remplacements, puissent aller dans les stages des cabinets qui existent, à condition qu'on les prenne. Bien entendu, nous ferons tout pour aider à ce qu'ils sortent et à les aider à venir sur le terrain. Et je pense que ça peut être ça, une des solutions. Mais pas la coercition ne marchera jamais, malheureusement. Malheureusement, non. Donc, pas de libéral bashing. Voilà. Une palette de solutions et certainement et les mettre en relation avec l'hôpital local. Et certainement pas la fin de la liberté d'installation. Voilà. Merci d'avoir suivi avec nous cette émission Univers Médecin. Elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquence M. Vous pouvez réagir également sur les réseaux sociaux, #Univers Médecin. À bientôt et rendez-vous fin mars pour une nouvelle émission d'Univers Médecin, numéro exceptionnel, dans lequel sera restitué un compte-rendu du grand débat. Jusqu'au 13 mars inclus, vous devez vous exprimer via le questionnaire que nous avons mis en ligne sur le site de la CSMF. Bonsoir.